Là, on va parler un petit peu d'Afrique, du diaspora. Je sais que c'est des choses qui t'intéressent beaucoup. Donc, toi, déjà, tu dis que tu es sénégalais. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sénégal? Non, Sénégal, je ne vais pas aller sur les clichés Nagadef. Non, mais c'est mon pays, c'est mon pays. Mon père nous a toujours dit, parce qu'on a vécu beaucoup à l'étranger avec lui, en fait. D'accord. À l'étranger, comme il était diplomate. Mhm. Et quel que soit le pays où on était, il nous disait, nous sommes des ambassadeurs du Sénégal. Hmm. Donc, pour vous, que vous soyez, les pays, c'était Japon, Canada, États-Unis, il y a France après, il disait, ces pays ne sont pas mieux que nous. Donc, si on met leur drapeau, il y a votre drapeau à côté. Hmm. Et quoi qu'il en soit, on a un très beau pays. On va vous enseigner que l'Afrique, ce n'est rien, mais l'Afrique, c'est tout ce que l'Afrique nous a donné pour qu'on soit là. Donc, si on vous dit que l'Afrique, ce n'est rien, n'hésitez pas à leur dire, c'est faux. L'Afrique, c'est tout. C'est un tout. Et ce qui est bien, c'est que comme eux, ils ignorent, nous, on ne les ignore pas, mais on a aussi notre richesse. Donc, on est 2 fois plus riches qu'eux. Nous, j'ai des frères qui sont nés au Japon, par exemple. Ok. Et le premier pays qu'on a connu quand on était enfant, c'était le Japon. Ensuite, avant de connaître l'Afrique, on a fait Japon, Canada, États-Unis. Et la première fois après, au Sénégal. Hmm. Et je ne te parle même pas de la France. Mais Japon, Canada, États-Unis, l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est forcément c'est cette image Walt Disney des cases, des cases, ou de la famine tu vois, des villages, etc. Mhm. Et la première fois qu'on arrive on arrive à Dakar, on regardait, et je me souviens, je disais à mon frère, mais attends, ce pays est développé, regarde, il y a des feux rouges ici. Pour te dire, tu vois comment l'image des télévisions, ou l'image même des Occidentaux avait de l'Afrique, en fait. Hmm. Et nous, en arrivant, on était surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait, je ne dis pas forcément à des cases, mais Ouais. voilà, donc l'image. Donc, et c'est là où je me suis dit, euh, encore une fois, je vais revenir à cette expression de mon père, un tien, non. C'est-à-dire, il disait, vaut mieux aller voir que de se faire raconter les choses. J'ai oublié l'expression exacte. Mhm. Mais si tu veux juger quelque chose, va voir et tu jugeras. Parce que les gens ont leur propre interprétation. Et s'ils veulent, et comme il disait lui, quand il était étudiant, quand il est venu sur Paris, la première chose qui l'a choqué en France, c'est qu'il y avait des clochards. Donc l'image en Afrique Hmm. de l'Europe, c'est que tout était beau. Et il a dit la première fois qu'il a vu un clochard, il s'est dit c'est pas possible. Alors imagine l'Europe, quand l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est s'ils voient un immeuble, ils vont dire c'est pas possible. Donc Hmm. à nous de faire. Non, c'est intéressant ce que tu dis et ça me marque parce que même moi j'ai été aux États-Unis il y a 2 ans, je crois, je me rappelle plus. Et même tu en parlais au début, Dream, American Dream, tout ça. Et j'avais cette croyance que voilà, j'allais à New York, j'allais à Manhattan. Je me suis dit waouh, c'est voilà, je vais là où il y a tout. Quand tu regardes les séries télé, tout ça, tu sais, c'est Manhattan quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive là-bas et l'une des choses qui me choque, il y a des clochards, il y a des fous, il y a des drogués. Ouais. Et ça m'a traumatisé. Et moi qui allais là-bas, bon, pour voir, je suis allé aussi un peu pour étudier, pour améliorer mon anglais et tout. Uh-huh. Mais de me dire qu'en fait, la croyance que j'avais, et ça revient à ce que tu dis, aller voir. Ouais. J'avais une croyance que tout était, tout le monde est là, Wall Street, je sais pas, en tout cas, Power et tout ça. Hein. Mais quand tu arrives là-bas, non, il y a des gens. Regarde, pour dire, j'étais dans un restaurant, j'étais à Five Guys. Uh-huh. J'étais là, j'ai commandé mon repas, je mangeais. Il y a quelqu'un qui n'avait pas de moyens, qui est venu, il m'a demandé s'il pouvait venir manger avec moi. Ouais. À Manhattan. Ouais. Donc c'est pour te dire que tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent au niveau que ce soit des Africains. On critique beaucoup RFI ou les médias occidentaux. Mhm. Et en les critiquant, on dit pourquoi eux, ils ne montrent pas les bonnes images de l'Afrique, pourquoi ils ne font pas ça. Et moi, en fait, je me suis dit, mais à la limite, c'est leurs médias. Pourquoi nous, on ne se pose pas de questions
de créer nos médias et de montrer la positivité de notre continent. Et je me souviens d'un agriculteur qui disait une chose. Un agriculteur, un paysan, c'était un Béninois, qui disait, il y avait son champ, il disait, mais nos enfants là, quand on les amène à l'école française t'apprend que le petit déjeuner, c'est le jus d'orange, c'est le café, c'est le pain et le beurre, quelque part. Et ça, on est obligé d'aller marcher pour trouver ça chez le boutiquier. Mais à côté de nous, on a nos milles, on a nos produits laitiers et qui sont beaucoup plus nutritifs et beaucoup plus indispensables pour nos enfants, pour leur petit déjeuner. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi nous, on ne prend pas créer nos propres petits déjeuners qui sont beaucoup plus nutritifs, comme le jus de bouillie, par exemple, c'est plus nutritif 100 fois que le jus d'orange. Du mil ou de la bouillie. Et puis même, à l'école, aux enfants villageois qui prennent un petit déjeuner, par exemple, de la bouillie, on leur dit que c'est pour les paysans. Tu vois? Ouais. Alors que c'est beaucoup plus nutritif. Et non seulement c'est beaucoup plus nutritif, mais ça te permet de tenir toute une journée. Le petit déjeuner à la française, le croissant, le café, ça te permet de tenir 2 heures. Pourquoi on ne valorise pas nos propres... Donc, c'est une façon de te dire, à nous de créer aussi nos médias, en disant, OK, vous dites ça. Les Chinois l'ont compris. Les Russes l'ont compris. Et tu vois, ils font leur propre chaîne. Al Jazeera aussi, ils ont fait leur propre chaîne pour pas que CNN soit le monopole. Et c'est ce que les Occidentaux font beaucoup en Afrique, ils l'ont fait depuis. Mais c'est-à-dire que quand tu parles de globalisation, et ce que je disais tout à l'heure dans les relations humaines où montre-moi ton monde, je te montre le mien, eux, c'est l'américanisation, c'est notre monde et c'est ça la vérité, c'est ça la civilisation. Et ils t'amènent à ce que vous soyez comme eux. Et nous, on les suit. Mais à un moment, on peut réfléchir en se disant, et c'est pour ça que quand je parle de développement en Afrique, au lieu d'entendre aide, des aides par-ci, si on avait des aides par-là, réfléchissons d'abord à ce qu'on a. On essaye de pousser l'excellence avec ce qu'on a. Et ce qui nous manque, à ce moment-là, on essaye de prendre ça. De prendre en se disant, ça va permettre de nous améliorer. Mais au moment où tu prends ce que tu n'avais pas, essaye de réfléchir comment faire peut-être dans 10 ans pour que nous aussi, on ait ça par rapport à nous. Je ne sais pas si tu vois... Je vois ce que tu veux dire et ça me rappelle quelque chose. Comme tu le sais, récemment, il y a eu, tu sais, les personnes qui partent du Sénégal et qui viennent en France. Oui. Il y a eu, je ne sais plus combien, 400... 80, ouais, 480, mais environ, mais plus, bon, ouais. voire plus. Et ce que j'entends, c'est que, OK, au pays, il y a des choses. Là, depuis que je t'écoute, là, depuis le début, en Afrique, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de ressources. On peut déjà faire des choses avec ce qu'il y a en Afrique. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, pas mal d'Africains courent vers l'Europe au lieu de rester là-bas, de faire des choses là-bas? Tu sais, la première chose, quand on parle de globalisation, il y a une chose que nous, on n'a pas su faire en Afrique, hein, et ça remonte à un peu longtemps, c'est la puissance des séries télé, la puissance de la télévision. Ouais. Et la puissance de la télévision, et aujourd'hui, c'est la puissance maintenant des réseaux sociaux. Oui. Donc, tu montres des choses et à côté de ça, tu ne montres pas autre chose. Ouais. Et qu'est-ce qui est montré? Forcément, quand tu es allé à New York, c'est le rêve. Le rêve des personnes qui ont la télé. En fait, avoir une télé, à l'époque, avoir une télé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, dans la programmation de télé, c'est souvent, on te montre des films américains, des films français. Et pour le jeune, quand on va dire il a réussi, et ça part de... Je donne juste une anecdote. Hein. En Afrique, on fait des familles, en fait. C'est surtout des familles. En Europe ou en Occident, la famille est vraiment une famille, 2, 3 enfants, pas plus. Donc, on peut se permettre dans leur maison, à chaque enfant, d'avoir sa chambre, sa propre chambre. En Afrique, on est 2, 3 dans une même chambre, qui est, pour moi, qui renoue et qui renforce les liens, effectivement, mais tu n'auras pas peut-être cette intimité. Maintenant, pour une personne, un jeune qui regarde la télé, il va se dire, tiens, il faut que j'ai une maison pour que mon enfant ait sa propre chambre.
le modèle de réussite, c'est aller en Europe. Et tu vas en Europe. Donc, quelque part, l'image de l'Europe, c'est ça la réussite. L'image de l'Afrique, on ne le montre pas parce qu'on n'a pas créé nos propres contenus ou les seuls contenus qu'on a, c'est vraiment, c'est pas ça qui te fait rêver. Et ton pays, quelque part, ne te fait pas rêver. En gros, ne te fait pas rêver. Il y a une deuxième chose aussi qui s'est passée et il y a eu cette étape, c'est qu'avant, les valeurs, c'était quelque chose de très, 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 très importante. Surtout les valeurs de dignité, les valeurs de travail, les valeurs d'honnêteté. C'était ça les valeurs à un moment. Ça a changé, le paradigme a changé à partir du moment où on a mis l'argent au milieu de tout. Et il y a cette phrase qui dit « la fin justifie les moyens ». Et les gens ont petit à petit, à cause des politiques, à cause même des séries télé, à cause de ça, finalement, c'est le côté américain, c'est l'argent avant tout. La valeur argent, c'est tout. Donc maintenant, tu te rends compte que avant, si tu étais dans un trafic de drogue, par exemple, et que tu construisais ta maison, c'était de l'argent facile. Tu construis ta maison, tu construis une maison de 2 étages, tu le donnes à tes parents. Avant, tu n'aurais jamais fait ça. Parce qu'on t'aurait dit jamais de la vie. Et on t'aurait même amené à la police. Parce que c'est de l'argent, c'est-à-dire c'est l'argent de la honte. Ouais. Et donc, tu avais... Maintenant, une personne, le quartier sait que c'est l'argent de la drogue, par exemple, ou de l'argent, voilà, de l'argent, comment on va dire, de l'argent... Sale. Voilà, c'est le mot, de l'argent sale. Mais c'est le père de l'enfant qui va dire, pourquoi tu ne fais pas comme ton ami là? Regarde, il a 2 étages. Alors, je vais te raconter une anecdote qui va rejoindre et qui va renforcer ce que tu dis. Moi, je travaille dans le BTP, j'ai un oncle. Alors, je ne vais pas donner de nom et je ne vais pas donner aussi de société et tout ça. Et il me dit, regarde, tel jeune, ils ont fait tel restaurant et tout ça, et ça marche, et ça marche. Pourquoi tu ne ferais pas de la restauration? Je lui dis, oh, bon, pour l'instant, moi, c'est pas mon domaine, mais pourquoi pas? Il me dit, regarde, ils ont commencé, ils vendaient de la drogue dans le quartier, ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Après, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ils ont fait une chaîne de restaurants qui marche, etc., etc. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Et moi, j'étais... En fait... Et ça rejoint ce que tu dis. Et attention, c'est un ancien. Il a plus de 50 ans. La personne qui me dit ça, c'est pas un jeune. Hein. Et quand il me dit ça, déjà, bon, la valeur que j'avais de lui, déjà, elle baisse. Je me dis... Et c'est pas le premier. Je me dis, mais c'est ouf, en fait. Ouais. Est-ce que, en fait, ce que tu dis, c'est réel, en fait. Mais ça a changé. Ça a changé. Et aujourd'hui, quand tu regardes les séries télé, qui on idolâtre ou plus sont les gangsters. Ce sont les personnes là, même les gangsters, c'est des modèles quelque part. Ouais. Et donc, comme je te dis, à la limite, que ce soit pour les Occidentaux, on voit comment ça se passe aux États-Unis. Mais pour l'Africain qui avait des valeurs de partage, mais des vraies valeurs, que ce soit des valeurs religieuses, que ce soit des valeurs de dignité surtout humaine. Et les valeurs, c'est des valeurs de respect, c'est-à-dire que tu respectais le plus âgé, par exemple. Aujourd'hui, tu respectes celui qui amène l'argent. Tu peux être dans une famille, si c'est l'enfant, le petit, qui paye, on n'a plus de respect pour leurs aînés. Tu vois. Et pour continuer, juste pour faire le lien avec les migrants, par exemple, ou l'appel à la migration, imagine-toi qu'un professeur, un avocat ou un médecin, qui sont des fonctions nobles. Hein. Je prends le cas du professeur. La personne, malgré toute sa paye, ne peut pas se permettre, au bout de 1 an, 2 ans, d'avoir 1 étage ou 2 étages. Quand il va voir que ce sont les petits jeunes qui sont partis en Europe et qui reviennent et qui construisent en même pas plus de 2 ans la maison, la première des choses qu'ils vont faire, c'est écoute, j'ai beau être professeur ici, autant tenter ma chance à l'étranger, au moins dans 2, 3, 4 ans, j'aurai ça, ce que je ne pourrais pas faire donc tu vois.
Donc, il y aura toujours cet appel de l'Eldorado. Et sauf que, et comme je dis souvent, les modèles de réussite en Afrique, les modèles de réussite qu'on montre et qui sont visibles, il y a les sportifs, il y a les artistes, il y a les chanteurs, comédiens, il y a aussi des influenceurs comme modèle de réussite qu'on te montre. Et il y a les politiciens qui sont des modèles de réussite qui est devenu même une vocation même. Tout un jeune a envie de devenir ministre ou président. C'est les modèles de réussite qu'on te montre. Sauf que dans ces cas, donc, il faut des dons. Il faut avoir une voix pour chanter. Il faut avoir du talent pour devenir comédien ou des choses comme ça. Il faut des dons. Il faut être voleur, malhonnête et menteur pour devenir politicien. Donc, tout ça sont des dons, tu vois. Et par contre, on ne va jamais te montrer, pour être lutteur, mais on ne va pas te montrer l'entrepreneur qui aura réussi. On ne va pas te le montrer. Donc, si toi, tu n'as pas de dons dans ces 4 catégories qu'on montre comme modèle de réussite, la seule chose qu'on va dire, c'est finalement ceux qui sont à l'extérieur, c'est eux qui réussissent et qui envoient de l'argent. Donc, autant aller à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur même, il y a des gens qui réussissent, qui sont des entrepreneurs, qui sont des modèles. Mais ces personnes, parce qu'il y a une expression qui dit on ne veut pas avoir le mauvais œil. Donc, je ne vais pas montrer ce que... Ce n'est pas montrer la richesse, mais c'est montrer le process que je suis arrivé. Et quelque part, si tu vois une personne qui réussit dans ton pays, alors que c'est une personne proche, ça va quand même te faire réfléchir en te disant, mais attends, je peux réussir quand même dans mon domaine. Mais sauf qu'on ne les montre pas. Et donc, les modèles de réussite qu'on va te montrer, c'est les Américains. Les seuls entrepreneurs stars qu'on te montre, c'est ceux qui ont créé les Facebook, les entrepreneurs. Même en France, on te montre à travers des émissions comme Capital, des entrepreneurs qui réussissent. En Afrique, on ne les montre pas. Donc pour... c'est vrai, hein, bah, y a même... en Amérique, souvent, même dans les écoles, les gens qui ont réussi, même que ce soit dans n'importe quel domaine, viennent dans l'école, racontent son parcours. En France aussi, ça se fait de plus en plus. On raconte les parcours pour inspirer, motiver les gens. Et c'est vrai que ça manque en Afrique. Ce qui manque, c'est juste la visibilité, enfin, de ce que je pense, parce qu'il y a pas mal de personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat et dans plein de choses. Oui, tout à fait, mais on ne les montre pas. Donc, pour un jeune qui regarde, comme je te dis, le professeur, lui, il va regarder juste que maintenant, il y a les jeunes avec l'argent malhonnête qui te construisent rapidement des choses. Après, il y a aussi, on ne montre pas aussi l'autre face de l'Europe. Il y a des personnes qui se sacrifient ici pour envoyer beaucoup là-bas. Ouais. Donc, il y en a qui vont se mettre peut-être à 5 sur un même loyer. En tout cas, qui vont sacrifier leur confort pour envoyer tout là-bas. Et donc, qui permet de construire certaines choses, etc. C'est vrai qu'on ne montre pas ça. Le seul message, c'est-à-dire que, étant de la diaspora, moi, je ne peux pas me permettre, et je refuserais même de le faire, c'est d'aller là-bas et de dire aux jeunes qui sont là-bas, ne venez pas ici. Ça, je ne peux pas le faire. Par contre, si vous voulez venir, ne vous tuez pas en prenant la mer. Et même si vous voulez prendre la mer, il faut que vous sachiez ce qui vous attend. Ouais. Et si vous prenez cette responsabilité de le prendre, comme on dit, vous avez fait le choix, malgré tout, vous savez le danger, donc vous serez responsable de vos actes. Au moins, il y a ça. Et l'autre côté aussi, c'est si vous prenez le désert, parce qu'on ne raconte pas qu'en prenant le désert, déjà, c'est compliqué, mais ces personnes deviennent parfois des esclaves, parfois maltraités c'est vrai. dans des champs, pendant toute la traversée. Et ça, on ne le montre pas. Et ils sont traités comme des animaux. Mais ça, on ne le montre pas. Donc, je pense qu'on doit beaucoup plus montrer ça pour que quand une personne se dit « je vais faire ça », qu'il sache. Qu'il sache au moins, on aura fait au moins cette sensibilité et après que cette personne soit responsable de ses actes. Moi, je parle souvent justement avec des personnes comme ça. J'aime bien, je m'intéresse un petit peu à leur parcours et c'est exactement ce que tu dis. Il y a des personnes qui, par exemple, par le désert, qui après sont esclaves pendant longtemps et
maintenant, j'aime bien m'intéresser aux personnes, même si je fais ce podcast-là, justement, c'est de m'intéresser à d'autres choses, amener des nouveautés. Et quand ils me racontent ça, tu as l'impression que c'est pas réel, mais c'est un truc de fou. Ils vivent un truc. Et il y en a même qui ont des traumatismes, par exemple, parce que souvent, ça se passe en Libye, par exemple, avec des Maghrébins. Bah, celui-là qui arrive ici, il ne peut plus voir un Maghrébin. Il est traumatisé. Ouais, il est traumatisé parce que il a été malmené, il a été insulté et plein de choses qui ont été au niveau psychologique. Même par rapport à la mer, c'est un truc de fou. Et moi, ce qui revient souvent quand je les questionne, je leur dis, OK, bon, si je te parle aujourd'hui, c'est que tu as réussi à être là. Maintenant que tu es là et que tu vois la réalité des choses, tu n'arrives pas à travailler, ou sinon, si tu travailles, il faut que tu travailles au black, il y a plein de difficultés, etc. Tu ne dors pas comme tu veux, comme tu dis, tu tues ton confort et tout ça. Comment tu le vis aujourd'hui? Est-ce que si tu savais que la vie, c'était ça, ici, est-ce que tu serais quand même venu? À chaque fois, c'est non. Il y a des personnes, ils me disent, regarde, je suis là, je galère vraiment. C'est dur. Le travail, là, en plus, avec cette période, le coronavirus, donc même travailler au black, c'est plus compliqué, etc., etc. J'ai mon père qui est décédé. Je ne peux pas retourner. Je ne peux rien faire. Il me dit, si je savais que j'allais venir ici, que j'allais laisser mon père mourir là-bas et que je peux rien faire, je peux pas aller le voir, je peux pas aller voir la tombe, et je suis bloqué là, je l'aurais jamais fait de ma vie. Regarde, mon père, jusqu'aujourd'hui, ça fait des mois qu'il est mort, je sais pas quoi faire, je suis là. Ouais. Non, mais ça, c'est la triste réalité. Et le problème, c'est que effectivement, ils vont tous te dire non. Mais maintenant, si tu leur dis, ben, dans ce cas, tu veux pas un billet de retour pour y aller, ils vont tous te dire non aussi. Ouais, ben donc... je te jure, après, moi, je dis, non, il faut que, voilà. Voilà, il faut... Mais en fait, c'est qu'on a une telle pression et c'est là où le regard des autres, c'est qu'on te juge. Et le problème, c'est qu'on te juge. Et si tu ne fais rien là-bas, c'est-à-dire que c'est dommage, mais c'est que nos pays ne mettent pas en place... ici, on a un jeune qui rêve de devenir entrepreneur. Le simple fait d'essayer, il y a toutes les structures pour ça. C'est vrai. Tu peux aller à la chambre de commerce, il y a des bibliothèques, tu peux aller sur Internet, il y a tout qui te permet. C'est-à-dire que dès que tu fais le pas et que tu dis qu'est-ce qu'il faut pour devenir entrepreneur, on va te dire, par exemple, il te faut peut-être cette somme. Et même ici, c'est facilité. On va te dire, bon, tu crées ton espace. Et donc, il y a ce processus qui te permet de devenir... Bon, après, le côté administratif, c'est chiant. Mais il y a quand même ce processus qui te permet d'avancer dans ton rêve. Et je ne dis pas de devenir, mais d'essayer de le devenir. En Afrique, c'est compliqué. C'est-à-dire que il n'y a pas ce système de décentralisation par zone géographique. Tout se passe déjà au niveau de la capitale. Et au niveau de la capitale, tout se passe au centre-ville. Donc, et après, il y a toute cette galère alors que si on devait faire une vraie délocalisation, c'est que ça devrait se faire au niveau même des régions. Moi, j'aurais dit au niveau de chaque quartier. Permettre à tout un jeune de se dire, j'ai envie de faire ça, mais je vais dans un centre qui me permette de devenir d'aller dans la capitale, qu'aller au niveau de la capitale. Au niveau de la capitale, ça va être des centres-villes et on va te mettre toujours des bâtons. Est-ce que tu as les moyens de ça ou C'est-à-dire qu'on ne va pas te développer ton rêve, sauf si tu fais partie effectivement d'un certain réseau. Et je pense que c'est une personne, en tout cas, comme on dit, il faut, si on veut régler parfois ce problème, je ne dis pas que il y aura toujours l'immigration, ça a toujours existé, les gens ont envie de partir. Mais il y a une phrase je ne sais plus qui le disait, je crois que c'était Aminata, l'ancienne ministre du Mali de la culture, Aminata, j'ai oublié son nom, mais qui disait, pour mon pays, je voudrais que quand les gens partent pour aller ailleurs, ça soit une vocation, que ça soit par défaut. C'est-à-dire que tu as envie de partir parce que tu as envie de partir, mais que ça ne soit pas par défaut et que tu es obligé de partir. Et effectivement, c'est-à-dire que autant mettre les structures, autant aller sur... je veux dire, pour moi, le meilleur développement en Afrique, ce n'est pas ce modèle de développement qui est centralisé avec les chiffres de croissance, etc. Pour moi, un vrai développement, c'est que chaque habitant de ton pays, du pays où tu es, aspire à son bien-être, quel que soit le métier qu'il a envie de faire.
Et c'est uniquement ça. Si tu me dis, oui, il y a une croissance de 10%, moi, pour moi, ça ne signifie rien qui mange les 10%. Mais par contre, si je vais dans n'importe quel village, n'importe quelle ville, et que les personnes sont occupées, qu'ils aient un emploi, qu'ils aient leur entreprise, en tout cas, qu'ils soient occupés à faire des choses, pour moi, ça, c'est le vrai développement, en fait. Et pour te dire, la course à la richesse individuelle, ça, c'est le mode américain où les gens, ils ne se rendent pas compte que le mode américain de développement, c'est calqué sur leur histoire. Et leur histoire, c'est l'histoire de j'arrive et je vais à la conquête. C'est l'histoire des cowboys qui vont chasser les Indiens. C'est l'histoire de quand je réussis seul et au moins je montre que j'ai réussi. Et je mets le drapeau de la réussite. C'est l'esprit individuel qui commence au niveau même de leur constitution où tout le monde est égaux et libre. En fait, après, mais c'est l'individualisme. Donc, c'est pour ça que quand on te parle de réussite à l'américaine, c'est tu réussis seul. C'est n'écoute surtout personne que ton propre cœur. C'est ce côté individualisme. Mais ça, c'est la culture américaine, en fait. Et donc, quand tu réussis, tu écrases l'autre pour avoir ça. La culture française, c'est autre chose. La culture française, c'est une culture où c'est l'État-providence. Et si on va un peu plus loin, c'est la royauté. Tu vois, c'est la royauté. Donc, c'est le roi qui te donne tout, en fait. Tu vois, c'est le roi qui te donne tout. Donc, quand on dit que le français est égoïste ou n'est pas solidaire, c'est faux. Parce que les Français se disent que comme je paye mes impôts, c'est les impôts qui payent la solidarité. C'est les impôts qui payent le social. Donc, je donne par rapport à mes impôts. Et si tu regardes bien le français, quand il te parle, c'est l'argent du contribuable qui arrive souvent dans leur discours. L'argent du contribuable, c'est mes impôts qui payent, etc. Donc, eux, ils donnent par rapport à leurs impôts. Et nous, en Afrique, on est dans une situation où on n'a pas créé notre propre modèle qui aurait dû être des modèles au niveau du partage. Mais on le voit, on est dans des familles nombreuses. Il suffit qu'un seul réussisse, il devient celui qui s'occupe de toute la famille. Le problème qui arrive, c'est que quand cette personne vient, par exemple, en Europe, et qu'il est le seul à devoir envoyer de l'argent au pays, mais dès que son téléphone, le 223 apparaît sur son téléphone, mais il n'est même pas content d'allumer son téléphone. Il a envie de le laisser passer ou bien il met ça sur... Alors que sa propre richesse, et ça c'est une anecdote que me disait Boubacar Salif Traoré, il disait qu'il y avait une année où une personne ne pouvait pas... Il envoyait l'argent du mouton, tu sais, pour la tabaski, l'argent du mouton tous les ans. Donc, il envoyait ça pour avoir le... Et cette personne, une fois était en crise, n'avait plus de job. Et dans sa tête, ne pas pouvoir honorer le mouton à la tabaski, ça lui faisait un cas d'école, c'est-à-dire qu'il avait honte. Et il disait, oui, je vais essayer d'envoyer, jusqu'au jour où il sait qu'il ne pouvait pas. Il avait appelé son père et dit, vraiment, je suis désolé, mais cette année, je ne pourrai pas. Lui, il pensait que c'était le truc, le cataclysme. Et le jour de la tabaski, il y avait au moins 4 moutons. Et c'est les autres frères qui ont amené les moutons, alors qu'à chaque fois, on dépendait de lui. Ouais. Dans une famille, cette personne qui est riche, qui amasse cette richesse, par exemple, si tous les frères ont un travail et ont leur propre richesse, quelque part, son fardeau diminue. C'est vrai. Et donc, c'est pour te dire qu'on a intérêt en Afrique, avec notre communauté, c'est-à-dire si tu réussis, essaye de faire réussir l'autre. Ne sois pas celui qui monte sur l'échelle et qui va faire tomber l'échelle. Mais tire-le. Parce qu'à un moment, toi-même, quand tu vas stationner, lui, quand il va monter, il va te tirer aussi. Et c'est comme ça qu'on doit avoir notre propre modèle de développement, en fait. Ok. Quel message tu dirais à... Comme toi et moi, nous sommes issus de la diaspora. Quel est le message que tu as envie de dire, toi, à la diaspora? Ce qui est bien avec la diaspora, tu sais, moi, c'est vraiment l'Afrique qui est vraiment au cœur par rapport à la diaspora. C'est que j'ai vu cette évolution de la diaspora qui, à un moment, cette diaspora, surtout les jeunes, ne s'intéressaient pas du tout à leur pays d'origine. Personne n'avait même c'est-à-dire que quand les parents t'amenaient au pays pour des vacances, beaucoup, c'était des punitions.
je vais au bled, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais connu cette partie-là, cette partie des jeunes qui ne s'intéressaient même pas. Aujourd'hui, si tu regardes bien, les jeunes revendiquent même leur pays d'origine. Et cette diaspora s'intéresse à leur pays d'origine. Maintenant, la chose que je voudrais dire à la diaspora, c'est que si vous voulez construire une vraie liaison avec votre pays d'origine, c'est ne croyez pas que vous avez toutes les choses, vous avez la science infuse, que c'est vous qui allez apporter les choses. Apporter les choses avec les autres, et écouter les autres pour créer ce lien. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'ils s'intéressent à leur pays d'origine, mais de plus en plus, on sent la cassure entre les locaux qui vont dire que la diaspora, ils sont là, ils ont leur complexe de supériorité, ils se la racontent. Pire, ils vont nous prendre pour des Français, là-bas. C'est vrai. Et pire, nous, quand on va là-bas, l'Afrique est telle que, effectivement, peut-être qu'il y aura des problèmes de lenteur par-ci, par-là, mais l'Afrique aussi a ses propres réalités. Et si on veut s'entraider, c'est de mettre cette connexion. Si nous, on peut apporter quelque chose, qu'on l'amène avec humilité, et eux aussi vont nous apprendre. Mais si on se regarde en chien de faïence, en disant, regarde-moi l'autre là, le blanc là va encore parler, et de l'autre côté, eux là, c'est comme des villageois et des choses comme ça, on ne va jamais avancer. Et je pense que c'est pour ça que je n'aime pas qu'on dise sous diaspora. Il y a des discours qui disent que c'est la diaspora qui fera que l'Afrique va se développer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quand on dit le Malien, c'est le Malien, le Sénégalais ou le Mauritanien, dans son ensemble, qu'il soit de l'extérieur ou de l'intérieur, qui peuvent faire développer les choses. Donc, il faudrait qu'on pense plus à une connexion, être beaucoup plus lié que de faire des relations de façade. Ok. Merci beaucoup, Babadem. Franchement, ce fut un super moment où tu as partagé pas mal de choses. Juste pour finir, si tu avais un dernier message à passer à l'humanité, qu'est-ce que toi tu dirais? C'est le même message que je dis toujours, tout le temps. C'est on ne vit qu'une fois. Ça, c'est une chose. Et lorsque vous allez disparaître, on a toujours ce même message de dire, au moment que vous disparaissez, on va vous dire, ah, cette personne, c'était une personne bien, c'est une personne posée, c'est une personne courtoise. Cette personne va manquer à la famille. Mais il y aura ce discours. Mais moi, je voudrais juste que vous pensiez juste qu'on rajoute en plus, elle nous a apporté ça. C'est une façon de dire que avant que vous disparaissiez, imaginez juste votre petit enfant. Le petit enfant qui demande à sa mère comment grand-père ou grand-mère était. Et que la maman puisse dire, vu qu'on va dans le futur, écoute, va voir tape le nom de ta grand-mère sur Google et regarde. Au moins, c'est la trace que vous aurez laissée pour vos petits-enfants et pour l'humanité. Et surtout pour nous, là, les Africains, on a à construire. Donc, quel que soit votre domaine de compétences, poussez-la vers l'excellence, appropriez-vous les choses et laissez une trace pour qu'on s'enrichisse et pour vos petits-enfants. Donc, c'est ça le message là. Ok, merci beaucoup. Comment on fait pour te contacter? C'est où tu es disponible? De toute façon, moi, je mettrai des liens, mais toi, c'est où que tu es le plus disponible? Si les gens ont besoin d'accompagnement, de formation, etc., comment ça se passe avec toi? Il y a qui est sorti le site internet babadem.com. Ok. Sinon, j'interagis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc en message privé, soit sur Facebook Babadem ou sur Instagram Babadem aussi. D'accord. Merci Babadem. Peut-être à une prochaine. Et franchement, c'était un plaisir. Et puis, pour ceux qui écoutent, regardez bien Sibi Mohamed. Franchement, c'est là où je parle d'appropriation. C'est qu'il nous amène dans son univers pour s'ouvrir au monde, en fait. Et écouter tous ces podcasts ou ces conseils. Et comme il dit, c'est un boxeur des doutes et on a besoin de boxer nos doutes. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Babadem. À la prochaine.